Bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire du partenariat universitaire sur la prévention du plagiat. Mon nom est Gabriel Dumouchel, je serai animateur pour ce webinaire. Donc, je suis professeur en technologie éducative à l'Université du Québec à Chicoutimi. Mais aujourd'hui, on est là pour le webinaire de Laurence Huot qui va nous présenter ChatGPT. Parlez-en à votre bibliothécaire. Laurence Huot est bibliothécaire disciplinaire à l'Université du Québec en Outaouais depuis juin 2016. Elle s'occupe des sciences de l'éducation, des relations industrielles et des sciences naturelles. Les formations en recherche documentaire et le logiciel EndNote font partie de son quotidien. Elle est intéressée par tout ce qui se rapporte de près ou de loin aux compétences informationnelles, comme moi d'ailleurs. Alors, son webinaire va être une réflexion sur l'IA générative et les compétences informationnelles. Elle s'interroge sur ses impacts en matière de recherche et de production d'informations en contexte de réalisation de travaux universitaires. Une attention sur le plagiat et l'intégrité sera également abordée lors de son webinaire. Et donc, je lui cède la parole. Mesdames et messieurs, Laurence Huot. Merci beaucoup, Gabriel, pour la présentation. Vous devriez voir ma présentation à l'écran. Ça s'appelle Fluff tes requêtes. Ce que je m'apprête un peu à vous faire aujourd'hui, c'est comme une déclinaison du billet de blog ChatGPT, parlez-en à votre bibliothécaire, que j'ai publié un petit peu plus tôt là, cette année, en septembre 2024, sur Tribune CI. Puis aujourd'hui, ce que je vous propose, dans le fond, c'est des pistes pour utiliser l'intelligence artificielle générative de manière efficace et réfléchie. Donc, je me suis basée sur le Fluff Test de Jennifer L. Parker de l'Université de Floride. Il y avait déjà une licence Creative Commons pour traduire, remixer et tout. Donc, je me base là-dessus. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est une traduction, c'est une adaptation de la méthode qu'elle propose pour nous aider à rédiger puis évaluer des requêtes, puis des réponses des intelligences artificielles génératives. Donc, sans plus tarder, voici le plan de match de ma présentation. Donc, on va s'attaquer à plusieurs choses aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit penser avant d'utiliser une IA Un des générative? trois, un des trois. Oui, on vous entend. Comment rédiger pour bien interroger? C'est quoi les indicateurs fluff pour évaluer la réponse d'une IA? Comment est-ce qu'on améliore une requête? Comment est-ce qu'on fait pour rédiger une requête avec les indicateurs fluff? On va Un parler des trois, un également des trois. d'intégrité académique. On va parler aussi rapidement de compétences informationnelles, puis on va se laisser avec un petit mot là, sur la sobriété numérique qui est de plus en plus dans le fond, un sujet là, d'actualité avec tout ce qui touche là, les IA. Donc, avant d'utiliser une IA générative, il faut penser quand même à certaines choses. Donc, l'utilisation des IA génératives, on peut s'en servir pour créer des plans de travail, organiser une séance d'études. C'est des utilisations qu'on pourrait qualifier là, de légitimes. On peut lui demander des rétroactions sur un travail pour avoir des pistes d'amélioration. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que toute l'info qu'on envoie aux IA génératives, ben, elle est conservée par la compagnie qui offre le produit. Donc, on parle vraiment des IA qui sont gratuites dans ce cas-ci. Donc, c'est à vous de juger si vous souhaitez lui donner le fruit de vos efforts, puis encore, même chose, la propriété intellectuelle de vos écrits. Donc, il faut vraiment porter une attention particulière aussi à tout ce qui est information personnelle qui peuvent se retrouver dans nos travaux, ou encore là, dans des travaux de recherche qu'on fait. Donc, pensez à tout ce qui est entrevue, groupe focus, questionnaire. Donc, s'il y a des données personnelles là-dedans, en cas de doute, n'utilisez pas les IA, surtout celles qui sont gratuites pour traiter vos données. Puis, ce qui est important aussi, c'est avant d'utiliser une IA générative dans le cadre de travaux évalués, donc par exemple à l'université, assurez-vous d'avoir l'autorisation préalable de votre professeur. En ce moment, c'est pas mal ça qui est le cas dans plusieurs universités. Donc, on laisse la responsabilité finalement à la personne qui enseigne d'octroyer ou non là, le droit d'utiliser une IA générative. Et si on a le droit d'utiliser l'IA générative, c'est super important de faire preuve de transparence, puis de conserver toutes les requêtes, puis les réponses qui sont générées par l'IA, parce qu'il est impossible finalement de recréer exactement le même contenu d'une réponse qui est générée par une IA. Puis ça, même si on refait toujours la même requête. Donc,
faut faire attention à tout ce qui est les paraphrases, les reformulations maladroites, le copier-coller des réponses fournies par une IA. Ben, tout ça, là, c'est soumis aux mêmes règles de plagiat, de fraude et de tricherie dans la plupart des universités, du moins là, au Québec et au Canada. Là, nos universités sont rendues là dans leur réflexion. Alors, comment est-ce qu'on fait finalement pour rédiger une requête efficace, puis mieux interroger une IA générative? Puis c'est là que vous voyez à l'écran là, les critères FLOF qui sont proposés par la professeure Jennifer L. Parker. Ces indicateurs-là, ils vont nous aider à utiliser efficacement l'intelligence artificielle générative. Donc, ça va nous encourager un peu à réfléchir à la manière dont on va rédiger notre requête ou comment on va poser la question à l'IA. Donc, on doit vraiment bien y réfléchir. Donc, je me suis permis de le traduire parce qu'il était sous licence Creative Commons. Donc, concrètement, le test FLOF, qu'est-ce que c'est? C'est un cadre d'évaluation qui permet d'évaluer de manière critique le format, le langage, l'utilisabilité et la futilité ou encore le caractère superficiel, la fiabilité des résultats. Donc, on résume ça à l'acronyme FLOF. Donc, c'est une façon de le retenir. Puis pourquoi ces critères-là? Parce que les critères traditionnels pour ce qui est de l'évaluation de l'information, avec l'IA générative, ben, on se rend compte que ça ne suffit plus de manière adéquate à évaluer les réponses générées par une IA. Puis si on se rappelle, c'est quoi les critères traditionnels? On parle de paternité de l'œuvre, on parle, dans le fond, le format, ça c'est sûr, ça revient. Mais on parle du public, du contenu et du but. Donc, on pourrait vraiment traduire ces critères-là traditionnels par les fameux là, qui, quoi, euh, où, comment et pourquoi. Puis là, avec le test FLOF, on va reprendre ces critères-là, puis on va, dans le fond, essayer d'évaluer les réponses qui sont produites par une IA générative. Puis encore, comment est-ce qu'on peut se servir aussi de ce cadre-là de critères pour rédiger et reformuler des requêtes. Et ce que le professeur Parker nous propose finalement, c'est que le tableau que vous voyez à l'écran, je crois, oui, je peux le grandir ici. Elle nous demande finalement d'avoir 0 dans dans les critères FLOF. Donc, il faut examiner chacun des critères puis obtenir un score de 0 dans tous les critères. Donc, il faut avoir aucune lacune de format, de langage, d'utilisabilité et de futilité. On va les voir en détail, ces critères-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut évaluer, qu'est-ce qu'il faut déceler pour bien évaluer. Alors, quand on parle de format, donc on va commencer par celui-ci. L'évaluation du format, c'est quoi? C'est, par exemple, de vérifier la mise en page, la présentation, la longueur des résultats qui sont générés par une IA. Puis, qu'est-ce qu'on cherche à déceler? Donc, c'est quoi les erreurs de format les plus communes qu'une IA peut faire? Bien, ça serait, par exemple, on demande à l'IA de nous faire un plan, puis celui-ci, il est beaucoup trop long. Donc, l'IA a été comme vraiment généreuse là, dans la réponse qu'elle nous donne. Ou encore, on peut demander une rétroaction de notre texte, donc lui demander des pistes d'amélioration. Puis, dans notre texte, par exemple, on a des mentions de citations en APA, par exemple. Puis là, ben, l'IA en fait fi complètement. Puis là, elle nous mélange un peu là, dans notre travail. Donc, ça peut être des erreurs de format que l'IA peut faire. Sinon, on peut aussi ensuite passer à l'autre critère qui est d'évaluer le langage. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à évaluer quand on évalue le langage? C'est tout ce qui est le ton, le phrasé, les répétitions qui sont observées ou décelées dans la réponse fournie par l'intelligence artificielle. C'est de vérifier aussi si le style d'écriture il est approprié. Et si on va obtenir un 0 dans ce critère-là, donc, c'est de vérifier que les phrases, en fond, soient claires, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que les phrases soient simples et non alambiquées. Donc, les IA génératives, des fois, nous pondent des phrases un peu étranges. Donc, le côté alambiqué, il ne faut pas en avoir dans nos réponses. C'est des phrases qui ne veulent rien dire. Il faut vérifier qu'il n'y a pas non plus de répétition dans le but d'augmenter artificiellement le nombre de mots. Puis, les IA, vous savez, si vous les utilisez un peu, ils ont tendance à utiliser des superlatifs, des mots comme crucial, indispensable, primordial.
Moi, ça me fait toujours sourire parce qu'on sait que c'est des mots qu'on utilise très rarement. Puis, la plupart du temps, ils sont inutiles dans les réponses que l'IA nous donne. Puis, ça apporte quand même une subjectivité au texte. Puis souvent, en rédaction scientifique, on veut enlever le plus possible la subjectivité. Le troisième critère, c'est l'utilisabilité. Donc, qu'est-ce qu'on évalue avec l'utilisabilité? C'est l'analyse, la cohérence, la crédibilité des propos qui sont générés par l'IA. Donc là, il faut vérifier si les informations sont valides, s'ils sont correctement cités, qu'elles proviennent de sources fiables. Puis là, c'est là que les hallucinations des IA rentrent dans l'équation. C'est que les hallucinations, juste pour répéter un peu le concept, c'est des informations qui sont fausses, inventées là, de toutes pièces, mais présentées comme si elles étaient vraies. C'est un petit peu ça que l'IA fait parce qu'on s'entend que c'est basé sur de la probabilité de langage. Donc, l'IA nous donne une réponse coûte que coûte la requête qu'on fait. Et là, si on veut obtenir un zéro dans l'utilisabilité, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, c'est de s'assurer que les réponses proviennent de sources qui sont crédibles, vraies, documentées, retraçables. Donc là, c'est là qu'on doit considérer les réponses d'une IA comme une base qui doit être améliorée pour justement nous-mêmes aller faire des recherches dans des bases de données, aller chercher des articles, aller chercher des sources, des livres qui sont retraçables, qui existent. Donc, on se base finalement, la réponse, c'est une base qu'on améliore qui va être complètement différente à la fin. Et le dernier critère, c'est d'évaluer la futilité ou encore le caractère superficiel de la réponse ou voir sa fiabilité. Donc, c'est à vous de juger comment vous évaluez la réponse. Donc, c'est l'évaluation globale de la réponse. Donc, il faut évaluer le caractère superficiel. On vérifie si l'IA a bien compris notre requête en mesurant justement nous-mêmes son degré de futilité. Donc, est-ce que c'est complètement saugrenu ce qu'elle me donne comme réponse? Ou bien plutôt, est-ce que c'est une réponse qui est fiable et ça vaut la peine que j'ai creusé plus loin avec des vraies sources scientifiques? On va rechercher aussi la présence de jargon. Donc, ça rentre un peu dans le langage, mais quand même, on cherche la présence de jargon, de détails superflus qui ajoutent absolument rien aux gens qui vont nous lire. Donc, la réponse de l'IA doit vraiment être exempte de vocabulaire, tout ce qui est jargon, mais ça doit être un équilibre entre le technique puis l'informatif. Et là, je vous donne rapidement un exemple, parce que le jargon, des fois, peut être quand même justifié, là. Ça dépend toujours de la profession, mais par exemple, si on s'adresse à un public de juristes, les termes juridiques, qui est quand même une forme de jargon, c'est toujours, ça peut être utile. Même chose si on s'adresse à un public, par exemple, d'employés du domaine de la santé, avoir du vocabulaire comme des termes médicaux et tout ça, c'est correct. Toutefois, une forme de jargon qui est plutôt non justifiée, c'est dans nos écrits académiques, on ne devrait pas vraiment avoir de jargon parce que ça ajoute de la lourdeur au texte. Puis, on veut s'adresser quand même à un public, oui, de chercheurs, de professeurs et d'étudiants. Dans le fond, c'est de trouver la balance un peu entre le langage, la discipline, puis le jargon. Mais le langage, la discipline, il est important, donc il faut être capable de le maîtriser là, dans nos textes. Puis, finalement, quand on va avoir passé à travers là, ces quatre critères-là, votre score final doit être de 0. C'est-à-dire que s'il est égal à 1 ou supérieur, ça veut dire que vous avez décelé des problèmes, là, que vous avez décelé plutôt des lacunes dans les réponses qui sont générées par l'IA. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut améliorer notre requête. Donc, plus notre requête va être précise, moins il devrait avoir de problèmes là, de format, de langage, d'utilisabilité, puis de futilité. Puis je pense qu'honnêtement, au lieu de reformuler, moi, j'opte plutôt pour l'option qui est de retravailler de A à Z ce que l'IA nous fournit comme réponse, c'est-à-dire de considérer leur réponse comme une piste qu'on va devoir bonifier avec des sources fiables, des sources retraçables pour appuyer notre raisonnement. Donc, le but, c'est de présenter un travail qui est complètement différent de la réponse initiale fournie par l'IA. Donc, on peut se aider, donc d'être transparent et de dire j'ai fait un plan
avec l'IA, mais ensuite, j'ai continué de faire mon travail et ma réflexion a changé au fur et à mesure. C'est un peu ça l'idée. Rapidement, là, je sais que c'est un peu petit à l'écran, mais le tableau que vous avez là résume finalement là, les critères qu'on peut aller là, déceler un peu quand on fait là, l'évaluation là, avec les critères FLOF. Donc, ça résume un peu là, tous les critères. Et là, je vais passer à... On a évalué, mais on pourrait aussi rédiger avec les critères FLOF. Et là, c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que si on commence justement à penser aux critères FLOF quand on rédige, peut-être qu'on va avoir des réponses plus intéressantes là, des IA. Je vous ai préparé deux exemples qui illustrent comment justement on peut utiliser ces critères-là pour rédiger une requête efficace ou encore d'y aller de manière un petit peu plus là, judicieuse. Des fois, on bloque devant ChatGPT. On se dit, bon, ben, qu'est-ce que je pourrais lui poser comme question? Donc, regardons voir comment on peut l'interroger. Donc, on va partir avec les critères qui sont traditionnels, puis on va y ajouter les quatre autres critères, là, donc le format, le langage, l'utilisabilité, puis la futilité. Donc, par exemple, on se met dans la peau d'un étudiant qui doit se préparer à un examen final. Donc, comment il pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour préparer son examen? Donc, à la question qui, on dit, je suis un étudiant, par exemple, en relations industrielles, puis, qu'est-ce que je veux faire? Ben, je veux des questions d'études qui portent sur la gestion des ressources humaines, puis sur la rétention du personnel. C'était ça la thématique du cours, parce que je suis dans un cours universitaire sur, par exemple, la gestion des ressources humaines. C'est un examen de fin de trimestre. Je veux préparer mon examen final, puis c'est un examen qui va avoir lieu en salle de classe. Donc, ça, c'est mes critères là, traditionnels. Puis ensuite, si j'ajoute mes critères FLOF, qu'est-ce que je veux comme format? Je veux des questions d'examen. Je veux quand même un langage qui est technique en relations industrielles parce que je suis dans un cours d'université. Donc, je veux montrer quand même que je connais là, le langage de la discipline. Puis, je veux que ce soit basé sur des articles scientifiques ou des documents de nature académique. Donc là, ça, c'est le critère d'utilisabilité. Puis, ce que je veux comme réponse, comment est-ce que ma réponse va être orientée, c'est que je veux que ce soit basé sur des scénarios réels en gestion des ressources humaines. Donc là, avec ce tableau-là, l'idée, c'est de traduire ça en une question, donc en une requête qu'on va envoyer à ChatGPT. Je vous donne ma capture d'écran qui est ici. Donc, c'est une requête que j'ai faite là, en décembre dernier. Donc, peut-être que ChatGPT a encore changé d'idée d'ici ce temps-là. Mais concrètement, ma requête, si je reprends mon tableau, ça pourrait donner ceci. Donc, je vais vous la lire. C'est en utilisant des recherches scientifiques et des sources de nature académique. Crée-moi des questions d'études sur les pratiques en gestion des ressources humaines, particulièrement sur la rétention du personnel. C'est des questions d'études qui vont servir à préparer l'examen final d'un cours universitaire en gestion des ressources humaines qui sera fait en salle de classe. Donc, les questions d'études doivent présenter des cas réels de ressources humaines, de gestion des ressources humaines et de rétention de personnel. Donc, un étudiant qui va s'y connaître parce qu'il a assisté au cours, c'est là qu'il va être capable d'évaluer si oui ou non la réponse fournie par l'IA va être bonne. Là, je vous ai mis les captures d'écran. Je ne peux pas les grandir là, plus que ça, mais rapidement, c'est quand même intéressant parce que ChatGPT m'a fourni 8 questions d'examen, donc ce qui respecte quand même le format d'un vrai examen en salle de classe. Là, si on a 3 heures là, pour faire ça. Puis, chacune des grandes thématiques, il y a un contexte. Donc, ça va ressembler un peu à des études de cas. Puis, il me pose une question d'étude. Donc, c'est comme si ça donnait finalement à l'étudiant des pistes, des éléments de réponse qu'il doit réfléchir. Donc, il va pouvoir se baser sur ses notes de cours puis essayer un peu là, de répondre à ces questions-là. Donc, ça peut être une façon, vraiment un bel outil de préparer une séance d'études, là, par exemple. Donc, rapidement, là, je vous montre les questions que l'intelligence artificielle préparait pour faire une séance d'études. Donc, c'est toujours le même format, question, contexte,
question d'étude. Je ne suis pas une experte en gestion des ressources humaines, bien que je m'occupe là, des relations industrielles comme discipline à l'université, mais tout de même, quand je regarde ça d'un œil plus ou moins connaissant, je trouve que les thématiques, elles sont bonnes, elles sont intéressantes. Ça serait d'aller vérifier encore une fois si tout ça est vrai. Le deuxième exemple que je propose, et là, c'est dans le fond pour rédiger une requête pour faire un plan de travail. Là, il y en a peut-être quelques-uns parmi vous qui sourcillent un peu puis qui se disent, ouais, qu'est-ce qu'on peut l'utiliser vraiment pour faire un plan de travail? Encore une fois, je vais revenir à ma réflexion qui est si le travail final est complètement différent du plan proposé, je pense que l'IA rendu là, on peut l'utiliser de manière intègre. Puis l'idée finalement de se faire un plan de travail, c'est un peu pour structurer une pensée pour faire un travail qui est cohérent. Donc, on reste là dans la thématique, encore une fois, là, des relations industrielles. Donc, si on revient encore avec nos critères traditionnels, ce sera encore une fois des étudiants en relations industrielles. Et là, je veux quoi? Je veux des théories sur la motivation dans un cours de gestion des ressources humaines parce que j'ai un travail de mi-session à faire. Et ce que je veux principalement, c'est un choix d'auteurs qui ont écrit sur la théorie de la motivation et je dois remettre un travail universitaire là, d'à peu près d'une dizaine de pages qui fait 1,5 d'interligne. Donc, j'ai un plan quand même assez étoffé. Et là, comme format, ce que je veux que l'IA me prépare, finalement, c'est que c'est un plan de travail pour une analyse comparative. Je veux un langage académique quand même, puis je veux que ce soit basé sur des articles scientifiques ou encore des documents de nature académique. Puis, globalement, là, je veux que mon texte, là, ça soit basé sur des vraies théories de la motivation en gestion des ressources humaines. Donc, on se met dans la peau d'un étudiant qui commence à étudier en GRH, puis qui ne connaît pas tout à fait le nom des auteurs et tout ça. Donc, ça pourrait quand même être une bonne piste. Puis, il va falloir bien sûr aller vérifier si les textes qu'ils nous proposent sont vrais ou pas. Donc, on prend ces critères-là, on fait le même exercice, on se dit, je vais transformer ça en requête. Donc, si je transforme ça en requête, ça devient, en utilisant des recherches scientifiques et des sources de nature académique, créer un plan de travail pour une analyse comparative des théories de la motivation. Le langage doit être de niveau académique, comme pour un cours en gestion des ressources humaines. Le plan doit être suffisant pour un travail de 10 pages à 1,5 d'interligne. Puis les théories de la motivation doivent être basées sur des auteurs faisant autorité dans le domaine de la GRH. Donc, ça exprime bien ma pensée. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que ChatGPT a été ultra généreux, encore une fois, là, dans sa réponse. Il en donne toujours plus que ce que le client en demande. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que il fait vraiment il base vraiment sa réponse sur un travail universitaire parce que c'est ça qu'on lui demande de faire. Donc, une intro avec une problématique. C'est quoi l'objectif du travail? Donc, rapidement, on sent qu'il a quand même compris la question. Puis là, il nous présente, mais vraiment, tous les auteurs qui ont écrit sur la théorie de la motivation. Puis j'ai vérifié, ce sont des vrais textes, donc ce n'est pas des auteurs inventés. Là. J'ai pris le temps là, d'aller vérifier. Donc, il me présente vraiment tous les auteurs. Donc, ce qui peut quand même être assez long. Puis après ça, ce qu'il va faire, c'est qu'il va comparer entre eux, ces auteurs-là, avec des théories, des fois, qui se ressemblent ou qui sont complètement différentes. Donc, il va me donner des pistes, finalement. Puis là, ben, comme étudiant, ben, moi, je pourrais en choisir peut-être une ou deux que je comparais. Et là, j'irais chercher les vrais textes. Donc, ça me donnerait, finalement, ça me permettrait d'avoir de l'ordre dans mes idées et d'aller chercher les bons textes au lieu de perdre du temps là, dans la recherche documentaire. Donc, ça pourrait vraiment être une bonne piste. Puis à la fin aussi, il nous propose comment conclure notre travail, donc comment faire une synthèse un peu là, de tout ça. Donc, je les ai ici. Comment faire une recommandation, une ouverture sur la recherche. Donc, ça nous structure vraiment dans notre façon de faire le travail. Donc, c'est quand même une piste qui est intéressante. Ce qui m'amène
Donc là, on a vraiment vu le côté pratique, mais il faut quand même penser à l'intégrité académique un peu là, dans tout ça. Est-ce qu'on parle encore de désensibilisation au plagiat? Puis comment est-ce qu'on peut demeurer intègre dans tout ce monde-là là, de l'intelligence artificielle? Puis je pense que vous le savez, le plagiat, l'intégrité, c'est vraiment lié. Puis une des causes principales du plagiat, selon moi, puis j'y crois beaucoup, c'est un peu dans tout ce qui est le partage et le repartage d'informations sur le web. On le sait, à force de partager, on dirait que la notion d'auteur se perd. Puis ça provient là, c'est une affirmation un peu ou encore une analyse qui avait été faite par le réseau des répondants TIC puis du REBIC. C'est depuis comme 2020, c'est cette pensée-là de repartage et de repartage d'informations, puis qu'on perd la notion d'auteur, elle demeure. Puis, ce qui est encore plus, on va dire intéressant, ou je ne veux pas dire choquant, mais c'est que les gens pensent aussi des fois qu'il est moins malhonnête de plagier une source numérique qu'une source papier. Et on parle de quelque chose qui a été évoqué en 2020, donc j'ose imaginer ce que c'est aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Donc, difficile d'imaginer le contraire, là, finalement. Qu'est-ce qui se produit avec l'intelligence artificielle, surtout générative. Puis malgré tout ça, je pense que c'est important aussi de mentionner quelles sont encore les causes du plagiat. Les causes du plagiat demeurent les mêmes, intelligence artificielle ou non. Ça peut être justement une méconnaissance de ce qu'est le plagiat, ça peut être des difficultés rédactionnelles. Donc là, on voit l'IA comme une bouée de sauvetage qui va nous aider à bien rédiger, mais finalement, non, c'est plutôt le contraire. On ne peut pas l'utiliser justement pour puis prendre ses propos, puis rédiger, puis c'est faire passer pour soi, c'est pour sien plutôt. On peut avoir aussi le manque de temps, encore une fois, qui nous pousse là, à plagier. On peut avoir le sentiment ou encore une espèce de pression pour obtenir des bons résultats. Puis un qui est le plus, que je trouve très intéressant aussi, c'est avoir l'impression que tout le monde triche. Donc, si tout le monde triche ou encore si tout le monde utilise l'IA, pourquoi est-ce que moi, je n'aurais pas le droit de l'utiliser? Et c'est là que les discussions, la conscientisation avec nos étudiants, elle doit être là, elle doit être demeurée. Je pense que d'en parler en salle de classe, d'avoir des discussions ouvertes avec les gens on se partage des trucs, qu'est-ce que tu fais avec l'IA et tout ça, ben c'est là qu'on fait un peu une promotion de l'intégrité académique ou encore de déceler peut-être des usages qui ne seraient pas intègres. Donc, d'avoir une discussion, d'être au courant finalement de ce qui est bon et ce qui est moins bon, ce sont des pistes pour justement éviter du plagiat puis demeurer intègre. Puis je pense qu'on peut amener aussi nos étudiants à se poser des questions quand ils rédigent leurs travaux. Donc, comment est-ce que je peux être intègre? Ben, par exemple, de se poser la question et de se dire, est-ce que c'est permis ce que je suis en train de faire? Donc, usage d'IA ou non, là. Est-ce que j'aurais un avantage sur les autres? Est-ce que je peux, par exemple, réutiliser un travail que j'ai déjà remis dans un autre cours? Donc, ça, c'est des questions, des fois, que les gens se posent, puis que des fois, ils n'osent pas poser en classe, mais je pense de l'évoquer puis de le dire déjà là, ça fait réfléchir. Puis ces valeurs-là qu'on voit, là, enfin, on peut traduire ces valeurs-là par tout ce qui est respect, justice, honnêteté, confiance et responsabilité. Puis qu'est-ce qu'on a à gagner finalement quand on est intègre? C'est dans le fond d'éviter l'échec d'un travail, que l'intégrité aussi dans un travail académique, ça se voit surtout chez nos étudiants qui sont au premier cycle, qui commencent à rédiger. On voit qu'il a fait un effort pour aller chercher des sources puis paraphraser. Donc, nos enseignants, ils voient ça, donc ils se disent, il y a une recherche qui a été faite, puis on espère avoir de meilleurs résultats. Puis on est fiers aussi des résultats qu'on obtient parce que c'est mérité, parce qu'on a cherché à synthétiser. Puis, c'est des compétences qui vont être utiles aussi, hein, tout au long de notre vie, l'intégrité académique ou encore l'intégrité intellectuelle, autant d'un point de vue personnel que professionnel, ça vaut la peine d'être transparent dans ce qu'on fait. Puis, finalement, si on reste du côté académique, avoir fait des travaux uniquement par soi-même, ben, ça aide à garantir aussi la valeur du diplôme. Donc, tout ça pour dire, comment est-ce qu'on pourrait un peu résumer l'intégrité intellectuelle?
On peut résumer ça en 5 questions. Donc, quand un étudiant fait son travail, s'il veut évaluer un peu la propriété intellectuelle de son travail qu'il a fait avec l'IA, par exemple, ou encore aidé par l'IA, parce que là, on reste dans cette thématique-là, on pourrait y aller avec le tableau qui est ici. Donc, par exemple, on a fait un travail et là, on a utilisé un petit peu l'IA, oui, ici et là. Donc, comment est-ce qu'on pourrait évaluer la propriété intellectuelle de notre travail? Donc, à l'écran, vous avez, dans le fond, c'est encore une fois, là, je le cite, là, mais c'est un remix là, l'idée originale provient du Cégep Marie-Victorin, puis ça a été remixé déjà par le Cégep Garneau, et moi, je le re-remix parce qu'à la base, il n'y avait pas intégré l'intelligence artificielle dans les 5 questions. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris les 5 questions et je les ai teintées avec l'intelligence artificielle. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai le droit d'utiliser, oui ou non, l'IA pour faire mon travail? Donc, si la réponse, c'est non, on va résister à cette tentation-là d'utiliser l'IA, puis on va essayer de demeurer intègre, puis on ne se pose pas les autres questions. Mais si la réponse, c'est oui, donc si notre professeur ou notre enseignant nous dit que vous avez le droit d'utiliser l'IA, ben à ce moment-là, on va s'assurer de respecter les balises qui sont émises par l'enseignant. Donc ça va être émis dans le plan de cours. Ensuite, on passe à la deuxième question, puis on se dit, est-ce que j'ai copié-collé du texte qui est généré par l'IA? Si la réponse c'est non, on passe à la troisième étape, mais si la réponse c'est oui, alors là, ça, c'est pas intègre. Donc, ce qu'il faut faire vraiment, c'est on doit éviter d'utiliser le texte qui est généré, puis de ne pas faire passer les propos de l'IA pour les nôtres. Donc, encore une fois, on revient toujours à l'idée de, on va utiliser l'IA pour générer des idées ou un plan, mais pas du texte en soi. Ensuite, on va passer à la troisième question. Donc, si on se demande est-ce qu'on a reformulé puis appuyé les propos du texte généré par l'IA avec des sources qui sont fiables. Donc, si la réponse c'est non, à ce moment-là, c'est du plagiat. Donc, le texte, vous le savez, l'IA, je prends ça d'un petit peu partout là, sur le web. Ça nous génère une réponse, puis des fois, on connaît plus ou moins la source. Ça peut être des sources qui sont fausses ou complètement inventées aussi. Donc, si on n'a pas pris le temps d'aller vérifier ces références-là et qu'on cite des fausses références, alors là, c'est vraiment la catastrophe. Donc, on doit absolument aller valider les idées, chercher des vrais textes basés sur des pistes que l'IA nous donne. Ensuite, donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une conversation finalement avec l'IA pour nous fournir des idées puis d'aller valider les propos. Puis, la quatrième question, c'est, ça j'en ai plus ou moins parlé, mais encore une fois, ça touche beaucoup le plagiat aussi. Souvent, on oublie tout ce qui est photo, images, graphiques, et donc toutes les images qui accompagnent des fois nos contenus. Il faut être transparent aussi, donc il faut citer nos sources, que ce soit généré ou non avec l'IA, il faut demeurer transparent, puis assumer, ou en tout cas dire que ça a été créé avec l'IA. Donc, il ne faut pas s'approprier ce contenu-là non plus. Puis finalement, la cinquième question, qui est complètement différente là, des autres, ça concerne vraiment la personne. Donc, c'est-à-dire que si vous avez réalisé ce travail seul ou en équipe, est-ce qu'il y a des conséquences? Ben, la réponse, c'est oui. Donc, c'est facile quand on est seul. On se dit qu'on est le seul et unique responsable du travail. Donc, c'est nous qui respectons l'intégrité intellectuelle du travail. Mais quand on est en équipe, c'est vraiment un tout. Donc, c'est tous les membres de l'équipe. Donc, on doit s'assurer en équipe d'avoir une compréhension commune de ce qui est le respect de l'intégrité intellectuelle. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes 4 dans une équipe et qu'il y a une personne qui, malheureusement, va plagier ou encore utiliser l'intelligence artificielle de manière plus ou moins là, maladroite, puis que la personne qui vous corrige se rend compte ou soupçonne qu'il y a un usage de l'IA, ben, à ce moment-là, c'est l'équipe au complet là, qui paye. Donc, il faut faire vraiment attention. C'est une équipe, donc tout le monde est responsable du travail qui est final. Donc, 5 questions vraiment à se poser, ce qui résume bien tout ça. Et là, est-ce que justement, c'est possible d'être intègre? Ben, encore une fois, tu sais, je crois que oui, surtout si on s'en sert comme générateur d'idées pour clarifier notre pensée puis être transparent.
je pense que c'est les mots-clés qu'on peut utiliser là, pour décrire l'intégrité puis l'usage là, des IA. Moi-même, des fois, je m'en sers surtout pour couper des répétitions, puis des fois synthétiser certaines idées. Là. Des fois, on a une idée qui est floue, puis l'IA nous l'écrit bien, ou on se dit oui, OK, c'est un petit peu ça que je veux dire, donc ça peut nous aider à réfléchir. Et là où la frontière, malheureusement, demeure encore floue, c'est encore une fois dans notre appropriation à utiliser le texte sans gêne, donc de le prendre puis de le faire passer pour sien. Puis si je prends les paroles de Martine Peters, qui elle aussi, on partage un peu la même idée, mais dans le fond, Martine m'a beaucoup influencée, c'est certain, mais je suis d'accord avec elle, c'est que c'est vraiment, elle nous propose de nous en servir avec compétence et intégrité, puis dans le fond, nos textes vont juste être meilleurs. Donc, on va être meilleur, puis on va être fiers aussi de ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment d'être aussi transparent là, dans tout ça. Puis je pense que, comme vous le savez, les IA, qu'on le veuille ou non, elles sont là. Elles tracent leur habitude aussi. Là, dans le fond, les gens commencent à prendre l'habitude à les utiliser. Puis je pense que tranquillement, ça devient tu sais, un incontournable, surtout pour nos étudiants, là, les prochaines générations d'étudiants. Est-ce qu'on veut l'utiliser, oui ou non? Donc, ça pèse beaucoup là, dans la balance chez nos étudiants. Puis même nos fournisseurs, par exemple, moi, d'un point de vue là, de bibliothécaire, nos fournisseurs de bases de données, que ce soit des catalogues ou encore des catalogues de bibliothèques ou des bases de données d'articles scientifiques, ben, nos fournisseurs commencent aussi à nous fournir là, des modules de recherche propulsés par l'IA. Donc, tranquillement, pas vite, on peut commencer à poser des questions en langage naturel, mais on va avoir un bassin de réponses qui est basé sur des articles scientifiques. Donc, au moins, on connaît le contenu qui est interrogé. Donc, euh, si je résume un peu, là, tout ça, finalement, tu sais, c'est important de faire preuve de pensée critique, d'en parler à nos étudiants. Donc, la pensée critique, tu sais, c'est vraiment de regarder sous tous les angles possibles une question, donc que ce soit à l'aide ou non là, de l'IA. Puis, il y a encore du travail à faire aussi, tu sais, du côté des enseignants puis des professionnels de l'information comme moi pour approfondir nos connaissances puis notre compréhension de l'IA, tout ce qui est aspect éthique, les lacunes, puis les biais, malheureusement, que les IA peuvent avoir. Puis je pense qu'un webinaire comme aujourd'hui, tu sais, d'avoir des discussions avec des étudiants ou des pairs pour échanger, sensibiliser, savoir c'est quoi nos responsabilités en matière de recherche puis de production d'informations, ben, c'est là, il faut en parler, il faut s'interroger. Puis, je vais juste m'assurer, ouais. Puis ce qui pourrait être intéressant aussi, puis là, je ne sais pas s'il y a une tendance qui s'en vient avec ça, mais justement, la transparence est importante, puis la démocratisation aussi à l'accès aux IA. Donc, en ce moment, on sait qu'il y a des gens qui payent pour des versions supérieures de l'IA. Il y en a d'autres qui se contentent de la version gratuite. Puis là, ben, ça crée une espèce de débalancement. Donc, est-ce qu'éventuellement, nos institutions vont être favorables à avoir des versions payantes des IA? Donc, là, c'est sûr, il ne faut pas oublier tout ce qui est l'aspect éthique et tout ça, là, mais sérieusement, en termes d'inclusivité, tout le monde sera au moins égal. Donc, on reconnaît que ces outils-là existent et on donne la possibilité de l'utiliser ou non. Donc, je pense que ça se fait tranquillement là, dans certaines institutions. Il y en a qui ont beaucoup de copilotes qui commencent à être installés. Donc, il y a une forme de, justement, là, d'inclusivité qui s'observe. Donc, je vous ai parlé de plagiat un peu tantôt. Puis, ce que je trouvais intéressant, c'est que j'ai trouvé une diapo sur justement le plagiat qui nous aide un peu à réfléchir sur comment est-ce que maintenant on pourrait se situer sur une espèce d'échelle par rapport là, au plagiat. Donc, où est-ce qu'on trace la ligne du plagiat? C'est quoi la pertinence? Dans le fond, quelle pratique est pertinente pour le futur de l'étudiant? Puis nous, puis vous, dans le fond, où est-ce que vous vous situez dans cette espèce d'échelle-là pour ce qui est là, du plagiat? Donc, pour ma part, les deux premiers points, je vous dirais que je serais prête à aller pas plus loin là, que ça. Là où ça commence à chauffer, on va dire un peu, là, c'est vraiment l'étudiant qui écrit les idées principales,
puis là, qu'il y a comme un brouillon qui retravaille. Tu sais, déjà avoir un texte brouillon, puis de refaire le travail, ça peut être problématique, tandis que s'arrêter à l'étape du plan, je pense que pour ma part, j'irai vraiment pas plus loin que ça. Donc, c'est vraiment là, des questions maintenant là, à se poser. On n'est plus dans le copier-coller ou encore la paraphrase maladroite d'un vrai texte, là. Donc, quand même quelques pistes de réflexion. On ne peut pas ne pas parler de compétences informationnelles. Donc, rapidement, euh, les compétences informationnelles, il faut quand même y faire appel aussi quand on va rédiger des requêtes. Donc, on va aussi continuer de les développer tout au long de notre vie. Puis le référentiel, ce sont le référentiel des compétences informationnelles. Ben, je crois qu'on peut transposer avec notre usage là, de l'IA. Donc, rapidement, les 6 critères pardon, qui sont ici, ben, justement, apprendre à mesurer l'autorité. Donc, c'est d'évaluer la qualité des sources d'information, c'est de chercher des critères tels que des titres de publication, la réputation de l'auteur. Donc, c'est tout ça qu'on doit évaluer quand on utilise l'IA. Même chose, donc la production d'informations, c'est un processus. Il faut choisir ses sources pour être capable d'exploiter le contenu dans un but qui est précis. Surtout la valeur de l'information aussi, donc c'est de citer nos sources, peu importe sa provenance, puis son format, donc ça accorde la valeur à nos idées. Donc, pensez toujours à l'IA aussi là, derrière ça. Donc, il faut être certain là, justement de bien, de ne pas bafouer un peu là, les principes là, des compétences informationnelles. Même chose, la recherche d'information, c'est une démarche d'investigation. Donc, il faut apprendre à décomposer un sujet en questions simples pour clarifier notre pensée. Donc, faire un plan de travail, identifier nos connaissances, nos lacunes. On peut parler, jaser avec l'IA. Ça peut être aussi une piste. On peut faire la même chose aussi, là, avoir une conversation avec des collègues, mais quand même, parler avec l'IA pour avoir des idées, c'est une bonne piste. Puis, donc, ça revient un peu chercher là, que la production de savoir résulte d'échanges. Puis, le dernier, qui est une exploration qui est stratégique. Donc, on le sait, la recherche d'informations, c'est un processus qui est non linéaire puis itératif. Donc, il y a beaucoup d'allers-retours entre la recherche d'infos puis la rédaction, ce qui est tout à fait normal. Puis avec l'IA, il faut être un peu. Ce qui est bien, c'est que des fois, ça nous sort d'une impasse. Donc, on pose une question, puis on est capable des fois d'aller peut-être enrichir des connaissances ou avoir une piste, puis d'explorer cette piste-là un petit peu plus loin. Autrement, comme à l'époque, on était pris avec des mots-clés, puis on ne savait plus trop où avancer là, dans nos recherches. Et je vous laisse sur ma dernière diapositive parce que la présentation tire à sa fin. On a parlé de plein de choses, d'intelligence artificielle, de faire des requêtes et tout ça. Puis la sobriété numérique, on en parle de plus en plus parce que c'est un sujet qui est d'actualité. Puis au moment où on se parle, encore une fois, il y a beaucoup d'opinions divergentes, mais c'est difficile de quantifier la quantité d'énergie qui est utilisée pour obtenir là, une réponse générée par une IA. Mais bon, il faut quand même garder ça en tête. Puis il y en a beaucoup. Pour l'instant, en tout cas, la réponse la plus sensée que j'ai trouvée, c'est qu'il y en a beaucoup qui estiment qu'une requête, c'est l'équivalent d'une charge complète d'un téléphone intelligent. Donc, si tout le monde en même temps pose des questions à l'IA et génère des réponses, ça fait beaucoup de téléphones cellulaires qui se chargent en même temps. Puis, est-ce qu'il y a des alternatives? Donc, quand on pense à la sobriété numérique, il dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réduire notre impact quand on utilise là, les IA? Ben justement, c'est peut-être de penser à, ou encore de recourir à des systèmes qui sont moins grands ou qui utilisent des données qui sont locales. Donc, de plus en plus d'initiatives commencent à voir le jour. Il n'y a pas juste ChatGPT qui existe. Sinon, est-ce qu'on peut limiter aussi notre utilisation? Donc, limiter notre utilisation, bien, vous pourriez penser aux critères fluff, donc c'est-à-dire de faire une requête qui est précise et de prendre uniquement cette réponse-là au lieu de toujours reformuler.
Puis, encore une fois, ben, on peut limiter, donc c'est-à-dire ne pas l'utiliser aussi. Mais je vous lance le défi, votre prochaine requête que vous allez faire avec l'IA générative, essayez de penser aux critères fluff puis de voir un peu quel genre de réponse vous allez recevoir. Donc, je vous laisse sur mes références qui sont ici. Je vais pouvoir les partager. Ils vont être disponibles sur le site du PUP. Et voilà. Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions, c'est le temps de les poser. Merci beaucoup, Laurence. Donc, ben justement, je vais laisser la parole aux gens s'il y a des questions. Sinon, j'en ai déjà qui pullulent dans ma tête. Donc, à vous la parole. Ok, ben, je vais me lancer dans ce cas. Alors, écoute, Laurence, super intéressant. Donc, l'approche, on pourrait le dire, fluff. Euh, je me demandais, est-ce que tu pensais du fait que, parce que moi, je suis à l'Université du Québec à Chicoutimi, et ce que je constate souvent, c'est que les étudiants vont avoir un atelier sur la recherche documentaire en début de formation, un baccalauréat ou peu importe. Oui. Et dans cette formation-là, cet atelier vont beaucoup présenter, on pourrait dire, le catalogue de la bibliothèque de l'université. Mais ensuite, je reparle avec les étudiants. Ils me disent souvent, ben, monsieur, on n'est plus retourné après. Maintenant, on n'utilise pas le catalogue lui-même, on s'en va directement sur ChatGPT et on lui pose des questions. Donc, il n'utilise même pas donc, les sources documentaires disponibles dans le catalogue lui-même, à moins que ce soit expressément demandé par des professeurs ou des chargés de cours de l'université. Donc, je me demandais ce que tu pensais de on pourrait dire en anglais, là, le bypassing, donc les étudiants Ouais. se disent, bon, maintenant que j'ai l'intelligence artificielle générative, avant c'était, bon, maintenant que j'ai Google, maintenant que j'ai ChatGPT, mais je vais aller directement utiliser cet outil-là qui ne va pas faire appel aux sources documentaires qui ont été achetées. Ça a coûté très cher pour acheter donc, Mhm. toutes sortes de livres numériques ou physiques ou des articles et tout ça. Et ils passent à côté de tout ça. Donc, je me demandais un peu si qu'est-ce que tu pensais de cette problématique que moi, en tout cas, je la constate beaucoup dans mon université. Je trouve ça, ouais, moi aussi, je trouve que c'est problématique. Tu sais, tu vois, je pensais pas que les gens allaient aussi loin que ça, mettons nos étudiants, pour faire de la recherche d'information puis qui bypassaient complètement. Je me demande quel genre de sources ils citent, tu sais, dans leur bibliographie. C'est quoi les informations qu'ils vont chercher? Tu sais, il y a beaucoup. euh, mais là, maintenant, en plus, ChatGPT est branché sur Internet, même avec sa version gratuite. Est-ce qu'il est capable vraiment de recenser, tu sais, des vraies sources, des vrais articles scientifiques? Probablement, c'est ça. Probablement la plupart en libre accès. Donc, le libre accès, c'est très bon aussi, mais encore une fois, des fois, il faut faire attention, là, il y a du bon puis du moins bon. Il faut penser aux éditeurs problématiques ou prédateurs, là. Honnêtement, moi, ça me fait beaucoup réfléchir, puis je me dis, comme bibliothécaire, j'ai pas encore mis à jour toutes mes présentations, mes formations documentaires, et je pense que d'en parler en classe, puis un peu de dire à la blague, je sais ce que vous faites, mais de vendre notre salade, de dire, regarde, appuie tes idées avec des vraies sources, ça pourrait aider. Puis honnêtement, je pense que nos fournisseurs doivent accélérer le pas pour la recherche. Je sais que Sophia, éventuellement, qui est notre catalogue là, dans les bibliothèques universitaires du Québec, le fournisseur au CEC est en train de travailler sur des solutions IA pour mieux interroger. Donc ça va me rassurer beaucoup parce que je me dis, bon, ben, on va avoir l'IA avec des vraies ressources. Mais en ce moment, c'est plate à dire, mais il y a une espèce de Far West un peu, là. Tu sais, fait que c'est pas. C'est décevant, mais je pense qu'il faut en parler dans nos présentations, là, un peu plus. Puis moi, ben, à l'automne, je vais me donner l'été pour réfléchir à tout ça, mais j'aimerais l'intégrer, là. On a un devoir, je pense, les bibliothécaires. Absolument, Laurence. Je vais juste donner avant Julie. Bonjour, Julie. Donc, je vais laisser la parole, ben pas la parole, mais là, il y a une question posée par Maxime Martineau. C'est quoi ton opinion lorsqu'un étudiant valide une réponse qu'il ou elle a rédigée lui-même par l'IA? Je ne sais pas si je l'ai bien lu, là, c'est dans les commentaires. Donc, Ouais. Euh, c'est une bonne question, puis ça, c'est toujours la question à 100 pièces, la question très délicate. Tu sais, moi, je pense que j'irais peut-être avec une contre-question qui est, premièrement, as-tu le droit de l'utiliser dans le cadre de ton cours? Est-ce que tu as l'autorisation de ton prof?
Puis là, ça porte à réfléchir. Si la réponse est non, je ferais comme, ben, utilise pas l'IA, tu sais. Puis, ou encore, c'est dire, ben là, si tu l'as utilisé, es-tu prêt à être transparent, puis à le dire à la fin de ton travail que tu as utilisé l'IA, puis à quel point la réponse que l'IA te donne, celle que tu vas prendre, à quel point elle est différente, tu sais. Je pense que je laisserais le soin à l'étudiant, tu sais, de peser le pour et le contre, parce que finalement, c'est lui qui est responsable, mais je voudrais pas me mettre non plus dans l'équation. Je ferais juste orienter là, la réflexion pour l'instant. Merci, Laurence. Donc, Julie, à toi la parole. Bonjour Gabrielle, bonjour Laurence. Bonjour. J'ai écouté une partie de la présentation. J'avais une petite rencontre au début, donc j'ai rattrapé les informations. Le fluff, je ne connaissais pas. Merci d'avoir attiré mon attention là-dessus. J'ai fait en fait, j'ai de l'expérience de charge d'un cours dans 2 universités, puis je m'aperçois que la façon de procéder est un peu différente de l'une à l'autre. Il y en a une où il y a des formations qui sont disponibles, une formation qui est disponible à l'intention des étudiants. Puis lorsque les étudiants remettent leurs travaux, ben effectivement, comme c'est dans un contexte de formation à distance, tout ça, on a moins la chance de jaser avec eux. Mhm. Puis j'ai testé à l'automne dernier, dans une autre université, un dialogue complet et ouvert avec les étudiants parce que dans cette formule-là, c'était une formule synchrone. Et lorsqu'on a le temps d'ouvrir le dialogue, de mettre explicitement dans le plan de cours nos attentes, de leur faire un modelage, voire un atelier de comment ils pourraient l'utiliser. Bon, j'ai eu des étudiants qui n'avaient pas leur compte GPT ouvert avant la rencontre. J'ai eu des étudiants qui avaient été surpris de voir ça dans le plan de cours parce qu'ils ne pensaient pas que maintenant c'était si ouvert que ça. Mais une fois que le dialogue est engagé et que les outils de l'Université de Sherbrooke qui sont en Creative Commons, qui sont disponibles en ligne et ouverts à la communauté, font un travail extraordinaire parce que les étudiants explicitent leurs pensées, explicitent comment ils l'ont utilisé. Puis c'est même pas tant de voir la réponse de l'outil d'intelligence artificielle qui est intéressante de connaître, c'est de savoir eux comment ils ont travaillé leur métacognition pour poser leurs questions. Exact. Puis ils disent, j'ai accepté cette partie-là parce que ça m'intéressait, j'ai refusé celle-là parce que c'était pas du tout en accord avec mes valeurs ou ce qu'on avait appris dans le cours. Donc, c'est le jour et la nuit. Donc, Mhm. j'ai adoré les deux approches, mais plus particulièrement l'autre où le dialogue est ouvert et le modelage est permis. Et ça nous permet de grandir en tant que personne enseignante et autant en tant que personne étudiante aussi. C'est un Tout à commentaire que je fait. voulais partager. Tout à fait. Puis, tu vois, moi, je m'apprête à le faire avec des étudiants en sciences naturelles là, prochainement. Là, il y a une journée d'atelier sur l'IA. Je vais apprendre probablement plein de choses aussi, des usages qui vont en faire et tout ça. Donc, il ne faut pas avoir peur là, d'en parler. Tu sais, autant qu'avant, on parlait de plagiat de manière un peu comme bête et méchante, on l'a pris plutôt avec une approche de prévention. Mais je pense que c'est la même chose avec l'intelligence artificielle, là. Lorsqu'on prend le temps aussi de l'intégrer de manière Oui, sensée dans nos évaluations, leur dire, bien, cette question-là, posez-la à l'IA, puis générez, par exemple, une réponse que pourrait vous fournir une direction d'établissement à votre problème, puis construisez à partir de là. On a comme un troisième interlocuteur qui permet de générer des nouvelles idées. Puis, oui. ah, franchement, une fois que la porte est ouverte, puis que le dialogue est là, du plagiat, j'en ai pas vu, là. J'ai juste vu des beaux apprentissages, puis des limites. Parfois, il disait, ça m'a rien amené, puis tant Non, mieux. Puis des fois, ça m'amène quelque chose, puis tant mieux aussi. c'est ça. On peut aller juste plus vite. Merci beaucoup, Julie. Excellent commentaire. Donc, question aussi, juste une chose, Laurence. Moi, ben, tu sais, je suis professeur donc en technologie éducative, puis j'ai carrément des étudiants qui sont venus me voir, puis ils m'ont dit, ben, monsieur, comment ça se fait que les outils de détection de plagiat, ils ne détectent pas la même chose? Là, ils faisaient un test live devant moi. Donc, il est en train de mettre des efforts, pas pour être intègre, pas pour bien lire des documents. Il était en train de mettre des efforts, donc, pour ne pas se faire Pas se faire prendre. attraper. Oui, exactement. Donc, parce qu'en ce moment, la littérature parle beaucoup de délestage cognitif, où est-ce que donc les étudiants sont en train de donner à la machine des tâches, de délaisser ça, puis la machine va le faire. Et comme ça, moi, je peux me concentrer sur autre chose. On espère que ce n'est pas Instagram ou TikTok. Mais vous comprenez, donc, il y a un effort. Moi, c'est ça que je vois beaucoup des étudiants qui mettent énormément d'efforts pour savoir comment pas se faire prendre en utilisant l'IA générative dans le cadre de leurs travaux. Et le fluff que tu présentes, je trouve que
tu as raison qu'il y avait beaucoup la notion de prévention agressive ou punitive, on pourrait dire. Donc, mais si on les amène à constater que si vous utilisez l'IA générative pour en devenir dépendant, c'est carrément de la dépendance, là, vous serez pas musclé, là. Vous Non, serez c'est ça. pas, tu sais, vous allez juste comme donc avoir une certaine paresse cognitive, puis en bout de ligne, ben, il n'y aura pas de valeur ajoutée à votre formation que vous avez suivie, parce que moi ce que j'aime beaucoup leur montrer, c'est qu'ils enseignent avec le tableau blanc interactif. Là, j'écris avec, donc, admettons, ou un tableau blanc juste ordinaire avec un crayon feutre. Là, je fais plein de fautes de français. Et là, ensuite, je tape sur le tableau blanc ordinaire. Puis je dis, ben, quand vous allez faire des fautes, l'intelligence artificielle générative ne viendra pas vous sauver. Non. Mais c'est juste, je me demandais qu'est-ce que tu pensais de cet effort qui est gigantesque, qui est mis par les étudiants pour comment j'utilise cette machine pour donc passer par-dessus toute la question de l'intégrité. Et comment on peut former les étudiants pour leur signaler l'importance ou la valeur ajoutée de l'intégrité académique, dans le fond. C'est une grande question, tu sais. Premièrement, je pense que des tricheurs, il va toujours en avoir, intelligence artificielle là, ou pas, tu sais. On dirait que ça fait juste ajouter une pression en se disant, mais tout le monde l'utilise, donc pourquoi pas moi aussi. Euh, Tu sais, peut-être, ce serait de faire des exercices un peu pour les forcer à réfléchir avec l'intelligence artificielle. Peut-être que les travaux qui sont demandés sont peut-être trop faciles à être réalisés avec l'IA. Tu sais, je ne veux pas juger rien de ce qui est demandé, mais ça se peut que qu'on doive changer nos façons de faire. Puis, par exemple, je pense que j'avais une discussion il n'y a pas longtemps avec Martine Peters là-dessus. Elle va l'utiliser, elle, pour un travail qui est, par exemple, en éducation. Elle demande aux étudiants d'aller chercher 4 versions de ce qui est leur conception de l'enseignement. Puis à partir des 4 réponses que l'IA va donner, puis après ça, toi, tu dois réfléchir, de te dire, bon, c'est laquelle de ces 4-là qui me convient le plus, puis comment je peux l'appuyer avec des textes et tout ça. Donc, c'est une autre façon, tu sais, d'aller muscler un peu ton intellectuel parce que tu dois réfléchir. Donc, je pense qu'il faut juste être plus intelligent que l'intelligence artificielle, tu sais, c'est-à-dire d'aller chercher des réponses que l'IA ne peut pas générer. Mais c'est c'est pas facile, c'est tentant. J'ai pas d'autres. Moi, ça me fait penser, Laurence, dans le fond, c'est comme c'est l'IA te donne des réponses, mais toi, tu fais des efforts. Ouais, Puis l'IA ne fait pas d'efforts. Moi, c'est comme ça. En tout cas, il y a comme une façon de peut-être amener ça, mais c'est vraiment une prise de conscience pour les étudiants à long terme. C'est ça qui est problématique en ce moment. Il faut vraiment. Moi, j'adore l'approche fluff. Et personnellement, je crois que ce serait quelque chose qu'il faudrait mettre en place dans les universités, surtout pour les débuts de bac. Là, juste leur mhm, expliquer vraiment dans une manière préventive, mais aussi proactive, de regarder comme ça. L'IA, il y a ces faiblesses-là, mais vous allez pouvoir développer vos compétences avec, comme tu dis, des modifications dans les méthodes d'évaluation. C'est ça la problématique en ce moment. ouais, Comment on enseigne, puis surtout comment on évalue les apprentissages pour mener à une diplomation. tout à fait. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres questions, des commentaires? Il y en a qui remercient beaucoup. Donc, Myriam Ben Salah, qui merci beaucoup de la présentation et des échanges. Donc, il y a aussi des personnes, dont Anne Gaëlle Habib, qui a partagé un article donc, qui a été publié sur la tribune CI, le WordPress. Et il y a un autre article aussi qui est récemment sorti dans la presse qui baisse son niveau d'écriture humaine pour ne pas se faire détecter. Donc, il y a des façons de faire qui se propagent. Donc, on peut regarder aussi dans les commentaires qui ont été partagés. Sinon, Laurence, est-ce que tu aurais des derniers commentaires à présenter par rapport à ta conférence, ton webinaire? Non, mais vraiment, je lis un peu là, les commentaires et tout ça. Puis, il y a même quelqu'un, là, c'est ça, du Cégep Marie-Victorin aussi, qui avait mis à jour l'outil. Donc, je trouve ça super intéressant que comme nos connaissances tu sais, se partagent puis elles évoluent. Donc, merci pour le partage des connaissances aussi, tout le monde, là. Donc, voilà.
Excellent. Donc, ben écoute, merci beaucoup, Laurence Huot, donc de l'UQO, je rappelle, bibliothécaire. Et je vous remercie infiniment à tous et à toutes d'avoir participé à ce webinaire du partenariat universitaire sur la prévention du plagiat. Alors, ce webinaire sera disponible bientôt sur le web, sur la chaîne YouTube du PUP. Et nous vous invitons donc à participer aux prochains webinaires qui vont avoir lieu bientôt. Vous pouvez regarder un peu sur le site web pour les prochaines dates. Alors, je vous souhaite une excellente journée, restez en santé et on se revoit dès que possible. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.